Bienvenue dans toutes les France, déconstruire par l'humour et la dérision les préjugés, c'est l'objectif de l'association Les Indivisibles qui organise la première édition des Yabon Awards, une cérémonie parodique pour récompenser les politiques, les journalistes et autres penseurs médiatiques, ceux qui contribuent à banaliser les préjugés. Alors, provoque, spectacle, pédagogie, tentative de réponse dans toutes les France aujourd'hui avec nos invités. Tout d'abord, Anne Litardi, vous êtes porte-parole de l'association Les Indivisibles. Merci d'être dans toutes les France aujourd'hui. À vos côtés, Pascal Blanchard, historien, chercheur au CNRS, spécialiste des questions liées à la décolonisation. Merci Pascal Blanchard d'être avec nous. De l'autre côté du plateau, Audrey Pulvar, journaliste à France 3. Merci d'être avec nous, Audrey Pulvar. Et à vos côtés, Monsieur Frédéric Royer, qui a cofondé, co-créé les Gérard de la télévision et du cinéma. Vous êtes également journaliste, me semble-t-il, voilà, notamment dans Voici. Il ne s'appelle pas Gérard, ça va pas? Oui, exactement ça, il ne s'appelle pas Gérard. Je l'ai appelé Gérard depuis qu'il est arrivé tout à l'heure, mais c'est Frédéric Royer. Merci infiniment d'être avec nous. On va commencer par peut-être poser le cadre de cette cérémonie, cette première édition des Yabon Awards. Pourquoi les Yabon Awards? Anne Litardi. Les Yabon, bonjour à tous. Bonjour. Les Yabon, tout simplement, s'inscrit dans le cadre des actions de l'association Les Indivisibles qui a été fondée début 2007. Toute l'action des Indivisibles est axée autour de la déconstruction des préjugés ethno-raciaux, on va dire, par le biais de l'humour. Et pourquoi l'humour? Parce que c'est une façon de faire passer des idées de façon non culpabilisante. Ouais. Du coup, une cérémonie qui s'inscrivait dans cette lignée de l'humour, qui est donc une cérémonie parodique de remise de prix, qui va donc, on va dire, primer, récompenser la persévérance de propos tenus, véhiculés toutes les personnes intelligentes du public, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Et pas les personnes, c'est pas les personnes, c'est vraiment les propos. Les propos des personnes quand même. Et donc c'est un peu des personnes qui permet à ces propos d'être entendus, qu'on cherche à, on va dire, pas dénoncer parce qu'on n'est pas la police de la pensée, mais ouais. On cherche plus à faire réfléchir un petit peu autour de tout ça. Alors, des catégories de récompenses. Alors, j'ai oublié de dire que les membres du jury sont sur le plateau, hein, Pascal Blanchard, Audrey Pulvar et Frédéric Royer. Quelles sont les catégories de prix, les différents prix, alors, les nominations? Une catégorie qui s'appelle le bruit et l'odeur, une catégorie... Le bruit et l'odeur. Voilà. Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, tout à fait. Une catégorie qui s'appelle les envahisseurs. Oui. On l'a appelé comme ça parce que c'était un florilège de propos qui était tellement hallucinant que, enfin, surtout à notre époque, on les appelait les envahisseurs. Une catégorie la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Une catégorie que nous avons nommée l'Académie bien française. Oui. Excusez-moi, j'ai un petit... non, mais déjà, tu l'aimes ou tu la quittes, le bruit et les odeurs, ça met l'ambiance. Pour l'ensemble de son œuvre. Oui. Une petite catégorie, un petit clin d'œil, petite catégorie à titre posthume, des propos qui sont intemporels, qui vont rester dans le temps, soit qu'ils aient été tenus par des personnes malheureusement décédées ou toujours... Toujours en activité. Toujours en activité, ouais. Voilà, mais qui vont rester. Une catégorie qui va récompenser quelques spots publicitaires qui nous ont bien fait marrer. Et Yabon, Banania. Voilà. Et une petite catégorie flashback parce que, on va dire que la bêtise ne date pas d'hier, malheureusement. Bien. Alors, Pascal Blanchard, vous avez accepté d'être membre du jury de cette première édition des Yabon Awards. Pour vous, c'est une manière aussi de pointer cette question des préjugés, même si, visiblement, ce sont plutôt les préjugés dits ethno-raciaux qui sont visés par cette cérémonie. Ouais, enfin, les préjugés, on le voit bien dans le palmarès qu'il y a, ils sont tellement larges que c'est vraiment les préjugés d'une société. On a à peu près un bon reflet de ce que peut être, dans une société française d'aujourd'hui, lambda, un bon chapelet de regards portés sur l'autre. D'ailleurs, un autre qui, dans certains cas, peut être un autre très générique, dans d'autres cas, c'est très ciblé. On sait très bien de qui on parle, l'autre immigré, l'autre qui a la peau noire, l'autre maghrébin, l'autre qui ne sent pas bon, ou l'autre qui prend nos... Pourquoi vous regardez Audrey Pulvar? Non, parce qu'on parlait du bruit de l'odeur tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bon panel, je trouve, de ce qu'est à peu près cette culture dont on a hérité des temps passés et qui continue à durer, à perdurer, mais là où elle est dangereuse, c'est qu'elle a la capacité d'être diffusée. Si en fait elle restait dans des bruits de couloir ou dans un bistrot, on pourrait nous-mêmes, en buvant notre café le matin, ce serait pire, mais on peut le dire le matin au bistrot en disant à quelqu'un, non mais t'as vu ce que tu viens de dire, c'est inacceptable. Sauf qu'on a rarement la possibilité, quand la déclaration a été faite devant 3, 4, 5 millions de téléspectateurs, de pouvoir le dire à l'instant T. Et donc elles restent, elles sont rarement condamnées.
si ce n'est de temps en temps par quelques articles. Il y a une forme de banalisation de ces expressions. On voit comme il y a eu très très peu de ces hommes ou de ces femmes, politiques, intellectuels, journalistes ou penseurs, entre guillemets, qui ont fait ou de la prison, ou qui ont eu une peine d'amende, ou qui ont été interdits d'antenne, par exemple. Oui, qui serait la sanction naturelle. On voit que quand M. Frêche se fait par exemple qu'exclure que quelques années du Parti Socialiste, on déciderait qu'il puisse continuer à diriger une région, par exemple. Donc s'occuper de l'éducation des enfants, par exemple, ou des clubs de foot dans sa région. On se rend compte que certains continuent en plus et insistent. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas simplement un dérapage, c'est une culture. Ils professent une culture, donc de temps en temps, ils donnent la partie visible de l'iceberg pour faire passer un petit message. Et puis pour d'autres, c'est devenu quand même des pensées qui sont un peu le reflet aussi de certains ressentis de la population. Et ils ont le sentiment d'avoir leur public. Voilà, d'être dans un créneau, dans une niche. Dans un créneau, exactement. Et c'est ça qui est dangereux, donc de pouvoir les mettre en chapelet, de stigmatiser, d'expliquer que par l'humour, justement, il y a quand même un peu d'exagération dans ces mots-là et qu'il faut donner de temps en temps une petite banane pour qu'ils glissent et puis bien montrer qu'ils vont un peu loin. Bah voilà, ça sert à ça. Ça sert à ça. Audrey Pulvar, dans l'exercice de votre métier, puisque des millions de téléspectateurs vous voient, est-ce que vous faites attention justement aux termes utilisés Est-ce que vous avez conscience de ces préjugés qui sont totalement banalisés par certains journalistes, par certains politiques et que vous côtoyez? Bien sûr, j'essaie de les attraper au vol quand je suis témoin. Et puis bon, moi, je crois que j'essaie au maximum dans ma vie au quotidien et dans ma vie professionnelle de me débarrasser des idées reçues et des préjugés sur les uns et les autres. Ce que je voulais dire par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que cette cérémonie ne concerne pas que les propos discriminatoires ou racistes qui ont été tenus concernant des Noirs ou des Maghrébins. Ça concerne toutes les minorités qui font la diversité française. D'ailleurs, il y a un petit dessin animé très drôle sur le site des Indivisibles qui montre une jeune femme qu'on imagine d'origine japonaise et qui a les yeux bridés et qui se fait draguer dans une soirée par un type qui lui dit Konnichiwa, mais comment ça, tu comprends pas japonais? Ben non, je suis née en France. Voilà, donc tout ce type de préjugés sont visés par les Yammon Awards. On a pris le parti d'en rire, le parti de les dénoncer un peu par l'humour grinçant et non pas par la dénonciation ni par les actions en justice. Mais bon, voilà, je crois qu'on se rend pas compte à quel point la société véhicule ce genre de préjugés et à quel point ça peut être très néfaste pour les enfants et pour les jeunes issus de la diversité en France. Je vais vous prendre un exemple très personnel, puisque vous parliez de préjugés. L'une des copines de ma fille en classe de 6e dont sont des parents chinois, mais elle est née en France, elle a toujours vécu en France, et elle s'entend régulièrement dire en classe par des professeurs, oui, mais enfin Juliette, si elle n'a pas une orthographe parfaite ou si elle parle pas bien français, on peut comprendre, mais vous qui êtes français de souche, non. Et elle dit, mais non, moi je suis française, je suis née en France, j'ai toujours vécu en France, quoi. Elle a 11 ans, et c'est vrai que bon, ça peut être ce genre de préjugés, on les véhicule parfois sans même s'en apercevoir. Et dans l'exercice de fonctions, par exemple, est-ce que quand vous recevez les reportages de vos équipes, récemment, il me semble avoir entendu un reportage dans votre journal qui faisait mention de l'origine d'une des personnes concernées, je crois que c'était portugais ou d'origine portugaise. Est-ce que vous faites attention à ça? Moi, je milite activement au sein de la rédaction pour que, quand il ne s'agit pas d'un élément d'information précis, que l'origine des personnes dont on parle ne soit pas mentionnée. Oui. Frédéric Royer, donc vous avez cofondé cette cérémonie qui est surtout un spectacle et surtout fondé sur l'humour. Est-ce que vous aviez un message à faire passer ou vous voulez juste déconner, vous? Alors là, vous parlez des Gérard? Oui, des Gérard, parce que on va juste parler des Gérard avant de faire la transition pour mieux vous connaître, si vous voulez bien. Non, au départ, c'était vraiment pour s'amuser et aucun message à faire passer. On veut surtout pas être donneur de leçons ni rien. Non. Voilà. Vraiment pour s'amuser entre amis et amuser les gens. Mais là, vous voulez bien donner des leçons, alors, à travers les... Non, parce que c'est le même type de démarche. Sauf qu'effectivement, derrière, il y a un message. Mais je pense pas que l'idée, ça soit de donner des leçons, surtout pas. Non. Non, c'est pas le but. On n'est vraiment pas la police de la pensée. En fait, avec cette soirée, quand je dis qu'elle s'inscrit vraiment dans les actions qu'on a déjà faites, nous, on se place dans une optique de prévention, de pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, on a constaté que la France de 2009, c'est nous tous qui sommes sur ce plateau, mais qu'il y a un vrai décalage entre cette réalité, enfin c'est un fait, et la représentation que certaines personnes voudraient encore faire perdurer, faire véhiculer. Or, effectivement, on se rend compte que il y a quelque chose qui, pour moi, est très parlant.
les préjugés précèdent les discriminations et survivent aux discriminations. C'est-à-dire que il y a tout un tas de gens qui ont constamment injustifié le fait qu'ils sont français. Et en général, ce sont toujours des personnes qui ne sont pas blanches. Pourquoi? Alors que certains sont certainement beaucoup plus parisiens que moi, qui suis provinciale. Et il faut toujours qu'ils aient quelque chose en plus à prouver par rapport à d'autres. Et voilà, à prouver, à justifier, ou alors à prouver que ce sont de bons Français. On parle d'intégration à des gens qui sont déjà Français. Et donc, on n'est pas là pour faire la police de la pensée, mais juste pour interpeller. En fait, on a un objectif qui est double. D'une part, interpeller tous les pouvoirs publics et les médias pour dire vous avez une responsabilité dans on va dire, dans la façon dont sont répandus tous ces propos. Et puis interpeller le public aussi pour leur dire est-ce que vous vous rendez compte que tout ça, vous y faites même plus attention, mais en fait, ça implique tellement de choses et ça a tellement de dégâts psychologiques sur les gens qui reçoivent ça, quand au bout d'un moment vous avez l'habitude d'être interpellé tout le temps sur vos origines présupposées, j'entends, ça alimente le sentiment d'exclusion qu'on peut avoir par rapport à un pays dont on est citoyen. Alors on va quand même tenter d'illustrer vos propos par des exemples. Est-ce que vous avez souvenir de quelque chose qui vous a choqué ou qui est de l'ordre du préjugé que vous regardez quand vous regardez une émission ou que vous écoutez la radio, Pascal Blanchard? Moi j'en ai un, parce que j'en ai même fait un film. C'était la déclaration de Frêche à l'époque sur le foot, qui n'était pas la première, puisque les toutes premières déclarations... Sur les joueurs noirs de l'équipe de France. Sur les joueurs noirs de l'équipe de France. Les premières c'était Le Pen en 96, puis ça a duré. La preuve que ça... Là on montre que ça dure, parce que les toutes premières de Le Pen qui se sont prolongées, ça dure une dizaine d'années à peu près. Et à l'époque, la manière de répondre était très compliquée, parce que quand vous expliquez aux gens, il faut rentrer dans d'énormes explications. Par l'histoire, pourquoi y a-t-il une présence afro-antillaise, calédonienne, guyanaise et réunionnaise en équipe de France? C'est de l'histoire. Ça fait 8 décennies qu'il y a des joueurs afro-antillais, et donc il y a un continuum, des écoles de formation, des recrutements, donc vous pouvez pas passer des heures à chaque fois à expliquer. Et la meilleure manière d'expliquer, là, ça n'a pas été l'humour pour répondre à Frêche, comme le Parti Socialiste avait pris une toute petite mesure et la justice aucune mesure. C'était une forme d'humour du Parti Socialiste d'ailleurs. Oui, tout à fait, de lui dire vous êtes exclu, mais vous avez le droit de continuer à gérer une région socialiste. C'était un peu une façon de dire tu es puni, mais tu ne vas pas au coin. Tu peux rester avec nous en classe. La meilleure manière de lui répondre, ça a été de faire un film. Un film qui explique, qui fait une leçon d'histoire, puisque M. Frêche se targuait d'avoir une grande connaissance de l'histoire de l'humanité depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours, de lui faire une leçon d'histoire. On lui a donné un cours d'histoire de 75 minutes dans un film où la plupart des joueurs de l'équipe de France, les anciens et les présents, ont parlé. Et lui ont expliqué que, fallait pas parce qu'il y a des moments où on chante pas la Marseillaise, tout simplement parce qu'on l'a pas appris à l'école en Afrique. Et puis, d'autres moments, on la chante parce que vous tapez sur les doigts aux Antilles quand vous la connaissiez pas. C'est plus compliqué. Donc, raconter par l'histoire, donc répondre à ce genre de phrases qui font des dégâts hallucinants, alors qu'elles donnent le sentiment d'être une petite phrase comme ça dite. Mais tout ce qu'il y a derrière, ça veut dire quoi? La phrase d'un M. Frêche ou d'un M. Finkielkraut, c'était de répondre à cette question, peut-on être noir et français, en fait? Ça renvoie à toute une vision de la nation. Est-ce que d'un seul coup, il y aura un décalage entre une équipe, par exemple, afro-maghrébine, pourquoi pas, et d'un seul coup, cette équipe-là ne serait pas le reflet de la France? Quoi? Ils sont ou non africains, ils sont ou non maghrébins, n'a pas de sens quand c'est une équipe de France s'ils sont nés sur le territoire français ou s'ils ont la nationalité française. C'est les lois de la République. Donc quelque part, d'abord la condamnation devrait être maximum, mais surtout ce qu'il faut aussi expliquer derrière ça, c'est ce qui permet ce genre de déclaration. De quelle culture ça vient? De quel raisonnement ethno-racial on trouve l'origine? Parce que c'est jamais des phrases issues du hasard. Elles sont le produit d'un héritage colonial en certains cas, racial dans d'autres, donc elles continuent à avoir leurs effets, justement parce qu'elles sont portées par des leaders d'opinion. Justement, André Boulevard, est-ce que ces propos, ces déclarations, notamment à la télévision, ne sont pas le fruit justement d'une culture, d'une formation, et que finalement les pointer juste comme ça, par l'humour, ne va pas forcément changer la perception des personnes qui les professent? Moi, je crois que ce sont des phrases qui sont le fruit d'une inculture, plutôt que d'une culture. Et mais je pense qu'il faut vraiment être très attentif aux dégâts que ça peut provoquer, parce qu'effectivement, c'est une insulte qui est ressentie par tous les Noirs, et pas seulement tous les Noirs, toutes les minorités de France se sentent exclues par ce genre de propos. Et pour des gens de l'âge qu'on a autour de ce forum, on peut faire la part des choses. Quand vous êtes un gamin issu de la diversité en France et que vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans et que vous entendez ça à longueur de journée, parce que c'est pas que les déclarations de M. Frêche, c'est aussi l'image générale qui est véhiculée. Je crois que ça peut être très déstructurant pour la personnalité, pour tout ce qui concerne la confiance en soi, etc. Et bon, alors heureusement,
ça serait difficile de ne pas en parler, mais heureusement, il y a eu l'élection de Barack Obama aux États-Unis qui, à mon avis, rebooste toute la jeunesse noire, et pas seulement noire, mais parce que je pense que on se sent tous atteints, mais déjà ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, et pas seulement en tant que noir ou métis, etc. Donc je pense qu'il faut être très attentif aux dégâts qui sont faits par ces déclarations. Et puis, les clichés, c'est quelque chose qui est effectivement très ancré. Moi, j'avais été très marquée par le propos de Jacques Chirac qu'on ne peut pas soupçonner de racisme, pas du tout, je ne le soupçonne absolument pas de racisme, mais quand un chef de l'État, c'est-à-dire le plus haut grade, le plus haut poste à la tête du pays, vous parle d'immigrés de la deuxième génération, je me dis, mais mon Dieu, on vient de faire un retour en arrière de 60 ans, quoi. Parce que des gamins qui aujourd'hui sont même pas seulement de parents immigrés, mais de grands-parents immigrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs parents sont français, leurs parents sont nés en France, et eux sont nés en France. Ça fait 2 générations qui sont français, justement. Et on continue à leur dire, mais mon gars, tu es un immigré de la 2e ou de la 3e génération, tu n'es toujours pas un Français à part entière. Ça, je ne pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment de la part de Jacques Chirac. On peut vraiment, à mon avis, pas soupçonner de ça, mais ça fait des dégâts considérables. Et en plus, c'est une expression qui a été reprise, qui a été remise à toutes les sauces. Moi, je trouve que c'est un non-sens incroyable, et c'est une façon de stigmatiser tous ces enfants-là qui est désespérante, quoi. Parce qu'on se dit, mais attends, 60 ans après, on se fait encore traiter d'immigrés. C'est pas une insulte, mais on se sent français à part entière. On est né en France, mes parents sont nés en France, je suis pas un enfant de 2, je suis jamais allé au bled, ma culture elle est ici, et je m'entends encore appeler immigré, quoi. Et vous avez eu du mal, vous, au départ, à faire comprendre certaines choses à votre entourage professionnel? On a, vous savez, les habitudes, on la vie dure, mais bon, je pense que la rédaction de France 3 est pas la pire en la matière. Il y a quand même une grande ouverture d'esprit, beaucoup de personnalités d'origines diverses, donc ça, c'est pas forcément l'endroit où j'ai eu le plus de difficultés. Mais vous sentez que vous apportez un plus? J'espère. Faut demander à mes collègues. Bien. Frédéric Croyer, est-ce que vous avez une vision de la société française qui correspond à celle des autres jurys? Oui. En fait, moi, si je me suis intéressé aux Indivisibles et aux Yabon Awards, c'est parce que, d'une part, j'ai pas mal d'amis noirs ou arabes et qui Vous avez des amis noirs? Oui, et qui me racontent sans arrêt des toutes petites anecdotes de ce genre-là. Voilà, qui sont la vie courante, qui peuvent passer inaperçues, mais qui cumulées, voilà. Alors, exemple concret, j'adore les exemples concrets. Par exemple, une amie qui me dit que, par exemple, quand elle, une vieille femme qui veut traverser la rue et qui n'ose pas traverser la rue, elle s'approche d'elle pour l'aider, et la bonne femme, parce qu'elle voit qu'elle est noire, se protège son sac, voilà, par exemple. Où j'ai un très bon ami qui s'appelle Sidney, qui était l'animateur de l'émission Hip Hop il y a une vingtaine d'années. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà, super. J'étais avec lui en voiture, on se gare, on était pressés, on sort de la voiture très très rapidement, même très violemment. Il y a une voiture de flic qui passe à ce moment-là. Ils sortent. Et il le plaque contre la voiture. Mais pas vous. Mais pas moi. Voilà, par exemple. Voilà, donc voilà, c'est et tout ça, ça vient. Voilà, c'est ce qu'on disait par exemple à propos de Chirac. Toutes ces petites choses-là ne viennent pas de gens qui sont forcément racistes. C'est ça. Et le pire, ce sont des réflexes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ce sont des réflexes. C'est beaucoup plus difficile à déconstruire. Voilà, c'est beaucoup plus difficile à combattre que le racisme pur et con. Et je pense que c'est pour ça facile à démonter. Pardon. Non, je pense que c'est pour ça les Yabon Awards, c'est bien parce que ça montre ça cumule plein de ces petites choses-là, plein de ces petites phrases, etc. Qui peuvent paraître anodines comme ça, mais c'est vrai mais en les cumulant, ça peut peut-être faire prendre conscience à certaines personnes, effectivement, qu'il vaut mieux éviter de s'aventurer et faire attention. Et puis, en plus, pardon, quand les propos, une fois qu'ils sont écrits noir sur blanc, prennent une force décuplée. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont tenu certains propos qui seront étonnés de figurer parmi les nominés à défaut d'être les lauréats. Et c'est vrai que quand vous mettez leurs propos noir sur blanc sur papier, sans mauvais jeu de mots, là, on se rend compte de la puissance, de la violence de
ces propos. Et je dirais justement de la cohérence, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui seraient maintenant dans le même univers. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est systématiquement les mêmes discours qui sont tenus. Quelque part, ça donne une très bonne aussi expression de ce qu'a été, n'oublions pas qu'un parti dans ce pays existe depuis 35 ans, c'est le Front National, qui a diffusé des idées, jour après jour, meeting après meeting, élection après élection, dont on s'est dit d'une certaine manière que parce qu'il baissait électoralement de manière très conjoncturelle en ce moment, ça y est, on était sorti de ça, mais ça a aussi produit une forme de normalisation d'un certain nombre de choses et de discours qui étaient, on aurait pu penser aujourd'hui complètement tomber dans les oubliettes de l'histoire. Bah, pas du tout. Et 35 ans ces éléments ne semblaient pas très étrangers à la société française. Ils ont gardé un discours pendant 35 ans. Ils ont créé un lien, en fait, entre une période, on va dire, à la papa, le bon temps des colonies. Le Front National est créé en 74, c'est rappelle une quinzaine d'années, une dizaine d'années après les indépendances. N'oublions pas d'où vient le Front National, une culture Algérie française. Ça a fait perdurer dans la vie politique française, dans la vie intellectuelle française, un discours, des discours qui ont à chaque fois trouvé des rebondissements dans le présent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils nous parlent comme ils nous parleraient. Les discours de Dakar, le scandale que ça a pu faire en Afrique et dans toute l'Afrique. Regardons certains discours, l'écho qu'ils ont pu avoir, ce qui prouve bien qu'en plus ils touchent. Alors là, on vient d'en parler de manière très fortement. Mais à côté de ça, ils sont aussi parfaitement en adéquation avec ce que pense une grande partie de l'opinion. Alors justement, ça c'est un point important, Pascal Blanchard. Une grande partie de l'opinion pense de cette manière. Vous allez mettre en avant des propos, mais aussi forcément des personnes. Est-ce que justement, ça ne va pas plutôt les conforter dans leurs opinions, puisqu'elles correspondent à une grande partie de la société française. C'est-à-dire dire, voilà, un tel qui est assez connu, visible, célèbre, a dit ça, dire, oui, il a raison, est-ce qu'on ne va pas, justement, par ce type de cérémonie, contribuer encore plus à banaliser ses propos, à les rendre encore plus accessibles, et faire en sorte qu'il y ait une scission au sein de notre société entre une composante et d'autres? Alors non, je pense pas, parce que justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, on montre qu'effectivement tous ces propos-là ne sont vraiment plus l'apanage de l'extrême droite, mais ils sont effectivement très 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 répandus maintenant. Et que, alors on va dire, je vais faire un petit peu d'humour, on va dire entre guillemets, on leur laisse le bénéfice du doute, c'est-à-dire que on leur laisse le bénéfice de pouvoir dire. On ne s'était pas rendu compte de la portée de nos propos, maintenant on va faire attention. Voilà. Et on laisse aussi le bénéfice du doute aux gens, quand ils vont voir les lauréats, quand ils vont voir toutes les catégories, de se dire, mais on ne s'était pas rendu compte effectivement que ça pouvait être une remarque. Vous êtes sûr qu'ils ne se rendent pas compte Je pense que, non, je pense que... Certains d'entre eux, non. Certains d'entre eux, non. Quand on dit les indivisibles, c'est aussi ça aide aussi à faire une sorte de dépollution mentale. Moi, j'appelle ça une dépollution mentale, justement, de tous ces propos qui sont véhiculés auxquels on ne fait plus attention. Ils sont très banalisés, et plus uniquement par l'extrême droite. Donc, en fait, le but, c'est de permettre de faire prendre cette conscience que... non, peut-être. Je suppose que, par exemple, le raisonnement, puisque vous êtes, je vois, c'est prudent, vous voulez pas trop citer de noms, ni vraiment d'anecdotes, mais c'est aussi l'objet de l'émission. Mais le moment où l'association Les Indivisibles a été un petit peu plus sur la scène publique, c'est le moment de cette confrontation, ce débat avec Éric Zemmour, de Rokhaya Diallo qui dirige Les Indivisibles, sur la question de la race, par exemple. Est-ce que vous pensez que si vous dites Zemmour a dit ça, la semaine d'après, dans l'émission de France 2, il va changer de discours? Moi, j'ai entendu encore parler de la langue créole samedi soir, j'ai été totalement atterré, et je pense que ça ne va pas évoluer. Alors, quel est l'objectif? On veut susciter un débat, et on ne veut pas interdire ce monsieur ou qui que ce soit d'autre. De toute façon, c'est pas, on ne fait pas une cérémonie anti-Zemmour ni quoi que ce soit, mais remettons les choses. À ce moment, je crois qu'il a un prix assez toute catégorie. Mais on voudrait pouvoir effectivement susciter les pouvoirs publics sur le fait que ce type de propos effectivement peuvent être dits dans un espace public. Pourquoi n'y a-t-il pas de contrepoids? Exactement. Déjà, on ne veut pas. Qu'est-ce que vous appelez contrepoids? Parce qu'il y a eu débat dans cette émission. Après, il y a eu des articles. Non, il n'y a jamais eu débat dans l'émission. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas considérer qu'il y a eu un débat équilibré dans lequel Zemmour... Alors le débat équilibré, c'est une notion assez subjective. Mais non, parce que Zemmour a une puissance de frappe médiatique qui n'est pas l'équivalent de celui qui peut lui répondre. Ça n'est pas vrai. Entre Le Figaro, il a 3 heures d'émission tous les samedis, l'invitation sur les débats, la capacité sur le net... pas pendant 3 heures. Non, mais ce que je veux dire, c'est très bien que le moment où Zemmour va parler avec Nolo est un moment très fort parce qu'en 3 à 4 petites phrases, il va lui pouvoir... C'est toujours plus facile d'énoncer des slogans que d'avoir des raisonnements intellectuels. On le sait, il faut un peu plus de temps. Moi, quand je donne un cours, ça prend 3 heures. Zemmour, ça prend 4 secondes pour sortir ce qu'il a à dire. C'est donc compliqué. On me donne
donne pas le temps de pouvoir déconstruire la mécanique zemmourienne. Et c'en est une. Parce que dans un cas comme Zemmour, c'est très clair qu'il ne va pas changer de point de vue après ce qui va se passer là. Même s'il a tous les prix, qu'il gagne les 6 prix, il ne changera pas de point de vue. Oui. Parce que lui, dans son cas... C'est là où je vois les limites de votre démarche. Oui, mais les limites, c'est d'expliquer à ceux qu'entendent Zemmour, ce qu'il y a derrière le discours de Zemmour. Et pas seulement de lui. Et là, c'est pour ça qu'on... Mais est-ce que dans le cadre d'une cérémonie, vous allez expliquer, après avoir cité ce qu'il a dit, ce qu'il y a derrière? Vous n'avez pas les 3 heures dont vous parlez? Mais bien sûr, moi je peux le faire dans des articles, je peux le faire dans des films, je peux le faire dans des livres, et je m'excuse d'expliquer que quand on explique qu'aujourd'hui, ce que développe Zemmour correspond tout à fait à une politique qui correspond à son journal, et quelque part à une ambiguïté du soi-disant rebelle qui passe à la télé pour déconstruire... Mais vous l'avez dit vous-même, c'est une attente d'un certain nombre de nos concitoyens. Mais bien sûr, et donc c'est une niche qui est exploitée médiatiquement, comme sur beaucoup laquelle de niches sont exploitées. Il est porte-parole quelque part parce qu'il sait que ça lui fait d'une certaine manière son public. Et ben il faut attaquer ce public en expliquant que ce que produit Zemmour, au lieu de nous vendre la nation française, de la République et de la fraternité, il fabrique l'inverse. Zemmour fabrique il fabrique de la rupture, il fabrique de la haine, il fabrique de la discrimination à sa manière, et quelque part il fait penser que le monde se structure entre les races, qu'il y a une hiérarchie des races, et que lui d'une certaine manière serait en dessous pour nous expliquer ceux qui sont en dessous. Et ben ça se combat. Ça se combat avec des mots, des arguments, des démonstrations, parce que sinon il a gagné. Si on accepte cette idée qu'il ne faut pas lui répondre... Vous dites que les médias, on ne peut pas faire cette démonstration, et dans le cadre d'une cérémonie parodique, on ne peut pas non plus. Donc il y a un problème. C'est tout ça. Bon, Anne Tardy, excusez-moi, on fait une cérémonie pour taper un grand coup, et pour commencer à faire, commencer à susciter une réflexion, un débat. Après, effectivement, comme vous l'avez si justement dit, on ne peut pas faire en 3-4 minutes une démonstration et une déconstruction de tout ce qui est dit. Oui. En revanche, après, nous, ça donnera un grand coup d'éclairage sur tout ce qu'on fait le reste de l'année, puisqu'on a des créations originales d'animation, on a fait des romans photos, on est sollicité pour faire des articles, pour écrire des articles dans des magazines comme Respect Magazine ou Fumigène ou autres. Oui, c'est toujours les personnes qui pensent la même chose. On met en place des ateliers pédagogiques tout au long du temps pour faire justement comprendre aux gens qu'il faut écouter et lire les choses un petit peu autrement. C'est ça le but. Puis les profs peuvent par exemple aller télécharger sur leur site l'ensemble des citations. C'est un exemple mais très simple. Là. Nous on l'a bien vu, c'est d'aller un enseignant qui va sortir ses 100 citations et va faire travailler les élèves par exemple en classe sur ce discours. Là vous faites un acte pédagogique et dans la leçon en classe, il peut faire travailler les élèves sur déconstruisez-moi cette phrase. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, à votre avis d'où vient-elle, que ce soit en instruction civique, que ce soit en histoire. Ça devient valeur d'exemple. Ne pas montrer, ne pas mettre ensemble, ne pas expliquer, ne pas prendre le temps de faire de la pédagogie dessus, c'est de rentrer dans le même schème. C'est pas un slogan contre un slogan. L'idée, c'est bien déconstruire ce discours. Qu'est-ce qu'on fait, nous, historiens, quand on s'attache au discours, par exemple, coloniaux, au discours sur l'esclavage? On prend les mots de l'époque et on explique ce qu'ils ont produit. Et bien là, on fait la même chose sur le présent. On prend les mots du temps et on explique en quoi ça devient des mots non plus cette fois-ci MOTS, mais des mots de notre société. C'est la seule manière de le faire, c'est de revenir à de la pédagogie et à de la déconstruction. D'accord. Audrey Pulvar. Moi, je crois que c'est pas parce que Éric Zemmour ne va pas changer qu'il faut pas en parler. De toute façon, bon, en même temps, j'ai un regard très, peut-être parce que je ne le vois pas, je ne le suis pas régulièrement à la télévision, je ne le vois pas régulièrement, mais moi, j'ai un regard très distancié sur les déclarations de ce monsieur. Mais vous avez la chance d'avoir ce regard distancié. Moi, je parlais plutôt des millions de téléspectateurs. Oui, mais je pense qu'il fait son fonds de commerce sur la provocation et que ça lui fait très plaisir qu'on passe 20 minutes à parler de lui aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, il a dit... Vous lui attribuez un prix. Donc en même temps... On n'en sait rien. On ne sait pas les résultats, on le saura demain soir. Moi, personnellement, je suppute qu'il aura un prix. Moi, j'ai pas voté pour lui. Moi non plus. C'est très étonnant. J'ai pas voté pour lui non plus pour le prix qu'on pourrait penser. J'ai voté pour lui pour dans une autre catégorie. Bon, donc vous avez voté pour lui quand même. Mais pas pour celle-là. Moi, j'ai pas voté pour lui du tout, parce que justement, je vais éviter d'en faire la star de cette soirée. Donc ça prouve bien que c'est un vote démocratique. C'est important de dénoncer les idées qu'il peut véhiculer, parce que pour toutes les raisons qu'on a exposées ce soir. Mais je crois qu'à la limite, c'est justement comme il a fait profession de cette provocation et qu'il est dans ce créneau, qu'il le laboure de façon très intelligente et très percutante. À la limite, moi, s'il devait y avoir un combat contre ces préjugés, je crois qu'il est beaucoup plus difficile à mener, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des choses plus innocentes, entre guillemets, qui viennent de tout un chacun. On a parlé tout à l'heure d'immigrés de la deuxième génération, etc. Je crois que c'est plus là qu'il faut vraiment... nous aussi labourer le terrain et lutter contre les idées reçues. Moi, j'ai envie de dire, les extravagances d'Éric Zemmour, je les classe au même endroit que les extravagances de Jean-Marie Le Pen. Je sais que si je dis ça, il va certainement monter sur ses grands chevaux. Mais bon, voilà,
moi, je dis pas qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait pas le combattre. En tout cas, ça a été le point de départ aussi d'une visibilité des indivisibles. Je voudrais pas lui faire le plaisir et l'honneur de perdre mon temps à parler de lui. C'est pas le point de départ de la visibilité des indivisibles, loin de là. Puisque médiatisation quand même importante. Non, pas du tout, puisque dès le début, le premier article qui nous a été consacré, c'était Libération, et c'est là effectivement que les indivisibles ont commencé à vraiment faire parler d'eux, et c'était au tout début. Donc il y a eu une espèce d'amalgame qui a été monté entre toutes les France a invité Rocaille Diallo l'année dernière déjà entre effectivement Rocaille et Éric Zemmour, mais c'est pas le but des indivisibles, c'est pas l'intérêt, on n'est pas en train de faire une cabale anti ce monsieur. Non. Surtout pas. Bon, alors vous votez pour qui? Alors vous votez pour quel genre de... Qu'est-ce qui vous rend sensible pour... Moi, je ne vote pas. Vous votez pas. Alors oui, Pascal, vous votez sur quels critères? Moi, je crois qu'il y a plusieurs critères qui étaient intéressants dedans, parce qu'il y avait ceux qui faisaient des démonstrations, alors, qui n'étaient pas que des petites phrases, donc qui étaient bien... J'étais assez sensible au texte qui était un peu long, par exemple, dans certains cas, où il y avait une vraie démonstration sur c'est parce qu'ils sont polygames que leurs enfants descendent dans la rue et qu'ils vont se permettre de brûler des voitures et ne pas aimer la République. Donc là, on voit le lien causal d'une grande pensée politique française, qui termine à l'Académie française, d'ailleurs. Pas seulement de la pensée politique, c'était aussi le parti pris d'un certain nombre de médias étrangers qui sont... Et même d'analystes, de soi-disant analystes, journalistes qui regardaient ce qui se passait dans nos quartiers et qui l'expliquaient comme ça, qui a été donc repris. Donc là, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a ce type de démonstration qui montre bien que nous avons de grands penseurs dans la nation. Dans d'autres cas, de petites phrases qui sont parfaitement calculées de certains maires de la petite couronne, totalement hallucinant sur Bamako ne se retrouverait pas dans nos quartiers. J'ai beaucoup aimé parce que là, on est vraiment dans le attention, on n'est pas à Bamako ici, pas content, tu rentres chez toi. Alors que là, c'était très intéressant aussi. Je trouve qu'il y avait des choses. Bon, j'étais un peu sensible à Monsieur Fraîche, c'est vrai que. C'est un peu votre. Non, c'est pas un peu. C'est que quand j'ai vu mon petit garçon vit à Nîmes, et quand j'ai vu les dégâts il joue au foot, et quand j'ai vu les dégâts que ça a produit jusqu'à son niveau, il a 10 ans. De ce qu'a pu dire Fraîche, l'impact qu'il y a eu sur le terrain, est-ce que ça va jusqu'à des gamins en CM2 en termes de réaction? Vous vous dites que sur une région comme la sienne, où il dirige la politique culturelle, la politique de la ville, la politique de l'immigration, où il est capable de décrire des femmes qui sont voilées en ayant des oreillons, ou quand il inaugure son tramway, de dire que c'est le plus grand passage sur la Méditerranée, enfin des choses hallucinantes, et que cet homme est encore au pouvoir dans une région de gauche, oui, je me dis, il va falloir expliquer à nos élus, cette fois-ci socialistes, qu'il faut nettoyer d'abord leurs écuries d'OGIAS pour donner quelque chose d'emblématique. Donc je pense qu'il faut stigmatiser ça de manière pertinente et permanente. Puis enfin, d'autres qui m'ont un peu déçu en tant qu'intellectuels, qui sont capables de reprendre des choses, d'ailleurs on se demande pourquoi, qui sont des penseurs de notre temps et qui sont capables de nous déclarer des choses qui sont totalement hallucinantes et donc nocives parce qu'en tant que penseurs, ils sont triplement responsables. Parce qu'habituellement, leur travail, c'est d'analyser les phrases des autres. Deuxièmement, ils savent qu'ils ont un pouvoir qui va bien au-delà de celui du politique, celui de fixer une pensée française pour les générations futures. Et troisièmement, ils sont, eux, tout à fait conscients que ce qu'ils disent, ça produit du choc. Ça ne peut pas être, comme on va dire, un homme politique qui va chercher des voix. On peut dire encore celui-là, allez, il est à la pêche aux voix. Mais le penseur, c'est vraiment de dire que ce qu'il va dire, il sait l'impact nocif ou positif de ce qu'il dit. Donc je pense que les penseurs, les il n'est pas nocif selon lui, là, c'est selon vous. Mais je pense qu'il faut retourner de temps en temps l'appel. Vous savez, c'est comme quand on est à la plage en jetant du sable aux autres petits-enfants quand on est petit, de temps en temps, c'est bien de se prendre du sable dans les yeux. On comprend aussi ce qu'on a pu produire avec les autres. Et je pense qu'il faut taper un peu plus fort sur les doigts des penseurs. Audrey Poulvard, vous votez selon quels critères alors pour ces Yabon Awards? Moi, malheureusement, j'ai constaté que malheureusement j'avais l'embarras du choix. Ça m'a un peu déprimée parce que moi-même, comme nous tous ici, j'avais relevé des petites phrases. Enfin, tous les jours, j'entends des choses qui me font bondir, mais je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Je vais pas vous dire pour qui j'ai voté. Non, mais des choses qui vous font bondir, en revanche, ça m'intéresse plus. C'est-à-dire, parce que aussi, la question de l'exemple est importante, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui disent, mais de quoi ils parlent? Ils voient des préjugés, du racisme, de la discrimination partout, ils sont parano. Ah oui, non, mais ça, voilà. Donc c'est pour ça que la pédagogie par l'exemple est aussi importante. Anne Létardy, on n'est pas parano, vraiment pas, parce que quelqu'un qui s'entend dire, quelqu'un qui a la peau noire qui s'entend dire, ah mais dis donc, t'as pas d'accent quand tu parles. Cette personne est française. Comment voulez-vous qu'elle se sente citoyenne française? Il faut toujours qu'elle ait quelque chose à prouver par rapport à ça. Il faut toujours qu'on lui fasse comprendre que parce qu'elle n'a pas la peau blanche ou parce qu'elle a des origines présupposées d'ailleurs, puisqu'elle a la peau noire, il faut toujours qu'elle ait à prouver qu'elle est française. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a prouvé qu'elle peut faire aussi bien, j'en sais rien entre guillemets, je dis ça entre guillemets, que n'importe quelle autre personne à côté. Quelqu'un pourrait vous répondre, mais qu'est-ce que ça implique de dire à une personne qu'elle a un accent? Je veux dire, ça implique que la personne, constamment, parce que elle entend ramener à des origines supposées. Voilà, qu'elle a envie ou pas de mettre en avant. La France d'aujourd'hui, c'est on va dire, être citoyen français aujourd'hui, c'est être citoyen d'un pays, on va dire, aux cultures variées, différentes,
pluriel, aux couleurs de peau, aux confessions Oui, mais différentes, ça vous le etc. dites avec une certaine évidence. Beaucoup de nos concitoyens pensent que cette Mais c'est question une de réalité. diversité est plutôt dangereuse pour l'identité. Il y a un ministère de l'identité nationale aujourd'hui et on dit finalement tous ceux qui vantent la multiculturalité sont Oui, mais des pour nous, personnes qui aujourd'hui- menacent une certaine forme de francité. Voilà. Bien sûr, Donc, ça renvoie une pensée politique. Enfin, faut Mais être oui, très mais clair. donc vous êtes bien dans le politique. Mais alors. on est en politique Oui, quand on mais- dit, parce qu'il y a des gens qui sont contre la diversité et Non, mais contre... attendez, on vous dit ça on vous dit dans la même phrase, on vous dit effectivement que la diversité menacerait les fondements de la République, mais en même temps, on n'arrête pas de renvoyer des gens qui se veulent français, encore plus français que des Français de souche, on n'arrête pas de les renvoyer aux origines de leurs parents ou de leurs grands-parents. Oui. C'est antinomique. On n'arrête pas de leur dire non, mais surtout restez. Ou alors c'est logique dans cette démarche-là, d'avoir une idée particulière de l'identité française et de ne pas accepter que d'autres en fassent partie. C'est Exactement. aussi une logique. C'est une difficulté aussi culturelle. Je rappelle qu'une chose qui était fondamentale, c'est le temps de la colonisation, par exemple, la grande peur, c'était pas simplement de donner le droit de vote à des indigènes dont on pensait qu'ils seraient incompétents, mais de se retrouver un jour avec un parlement à majorité noire et maghrébin. Donc il ne faut pas oublier que derrière tout ça, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une forme de vision de la France. Pour certains, cette France, elle est encore catholique. Blanche et bien repliée sur son hexagone. Et c'est parce qu'en même temps, j'ai juste une petite. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, non, mais oui, il faut du temps aussi. c'est la question On fait des centrale. millions de Français qui ne Exactement. sont pas blancs, catholiques et. Enfin, Même plus que ça, qui voilà, ont au moins un qu'est-ce qu'on grand-père en et une fait? grand-mère nés aux Outre-mer. On tout les, simplement, on une les vraie renvoie diversité. où? Mais Puisqu'ils c'est sont un- nés ici. C'est un vrai combat en même temps parce qu'en même temps on n'en sort pas aussi facilement ça, ce vieux modèle, on va dire, pour faire simple, maurassien issu du 19e qui nous a fabriqué. Quelque part, on est en train d'évoluer là-dedans et tout ce qu'on voit actuellement, c'est des reflux. On avance, on recule parce que aussi c'est compliqué une société qui doit s'accepter dans sa diversité. Faut être aussi honnête, de l'autre côté du décor, c'est pas si simple que ça de changer tous ces héritages qui nous viennent de très Non, mais loin. moi, je comprends que ça puisse être problématique. Je comprends tout à fait que, effectivement, quand on est un blanc, de parents blancs, de tradition judéo-chrétienne, qu'on se pose des questions sur le visage de la France aujourd'hui. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais ça ne veut pas dire pour autant exclure. J'ai eu une conversation avec un ami bien blanc, bien caucasien à ce sujet, qui me disait, mais tu sais, moi, parfois mes enfants me posent des questions, je ne sais pas trop quoi leur répondre. Mais enfin, quand même, la France, mon grand-père s'est battu pour ce pays et tout, mais oui, mais le leur aussi. Le grand-père de Saïd et de Boubacar aussi s'est battu pour la France et est mort pour la France. Donc je dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? À un moment, il faut accepter, si je conçois que ça puisse être nécessiter une révolution intellectuelle, il faut accepter que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'il y a 60 ans, n'est pas la France d'il y a 2 siècles. Vous l'avez accepté, Frédéric, vous? Oui. Non, mais moi, je pense que ça vient beaucoup aussi d'un problème d'imperméabilité sociale. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon milieu professionnel, donc la presse écrite et un petit peu la télévision, je suis entouré quasiment que de blancs. Hein. Et pour moi, par exemple, et moi je suis ici d'un milieu un petit peu bourgeois entre guillemets, c'est-à-dire que pour aller vers les autres, pour aller vers les autres, il faut faire un effort. Et je pense que par exemple les gens dans les médias, qui travaillent dans les médias, s'il n'y a pas plus de diversité dans les médias, c'est parce que les gens qui sont déjà, c'est pas par racisme, C'est par fainéantise. Voilà, c'est par fainéantise. Ouais. Ils font pas l'effort d'aller vers les autres, d'aller voir dans d'autres milieux, etc., etc. Et c'est pour ça que Faire les bons clients. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, Donc voilà, je pense que la société française, c'est pas fondamentalement un problème de racisme, c'est un problème de manque de perméabilité sociale encore pour l'instant. Bon, mais sur la perception de la société, vous pensez pas qu'il y a quand même une évolution nécessaire? si, bien sûr. Non, et puis Parce que non, vous avez l'air de réduire en disant, mais vous savez, ils font pas l'effort d'aller vers les autres, Oui, mais ils parce n'invitent que- pas les bonnes parce que personnes. C'est ce qui fait qu'effectivement, il y a les Yabon Awards maintenant. C'est-à-dire concrètement, il y a un vrai décalage entre la réalité de la société française et la perception qu'en ont certaines personnes. Effectivement, il y a un effort à faire. Et puis il y a la prise en main du pouvoir politique et médiatique. Enfin, faut être très lucide. Jusqu'à maintenant, je donne un exemple concret, il était plus facile à ces gens-là de parler à la télé, ils n'avaient pas de contradicteurs qui venaient à la télé. De plus en plus, il va y avoir des gens qui vont leur dire là, ce que tu dis, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que ta pensée politique, elle est pas bonne. Tu es en train de fabriquer la on les fracture. invite, hein. Non, mais parce qu'ils se font. Mais attendez. En même temps, ce qu'on est en train de voir émerger, c'est une nouvelle génération. Un, qui a conscience de ce qu'on est en train de se dire là. Deux, une génération qui est en train. Elle va peut-être chercher à la serpe la place qu'elle a besoin d'être la sienne. Moi, c'est pareil à l'université, il faut pas se leurrer. Hein. Des grands profs d'université d'origine africaine, antillaise ou maghrébine, il n'y en a pas beaucoup en France par rapport à la société anglaise ou américaine. C'est le même débat que dans les médias. Mais en même temps, cette génération, et même de chercheurs comme moi,
très white people, Ouais. qui travaillent sur le colonial. Quand j'ai commencé à la fac, on m'a dit, mais tu travailles sur quoi, ton petit blanc? Pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est l'histoire de France. J'ai aucune raison, je suis pas antillais, je suis pas africain, je suis pas maghrébin, je suis pas asiatique. C'est l'histoire de France. C'est 2 fois ou 3 fois plus dur quand vous voulez travailler sur ces questions-là, parce qu'elles ne sont pas normales dans notre société, mais il faut passer par là. Et notre génération, c'est quoi? Des gens qui vont aller contredire, je dirais d'une manière la dominante, bien pensante de ces expressions, de ces phrases, de ces pensées-là. Mais il va falloir apprendre à les combattre, à les expliquer surtout, pour arriver à faire que, quelque part, ils se marginalisent dans leur propre discours. Mais vous avez raison, Pascal Blanchard, de pointer la question politique et médiatique, évidemment. Là, à l'occasion Je sens que ça va être mon tour. Oui, Audrey, mais enfin, c'est dans le cadre du débat. Au moment de cette crise aux Antilles, il y a eu beaucoup de couverture médiatique pour la première fois, qui était plutôt quelque chose de positif. Là, par exemple, pas pour revenir sur le Figaro, mais j'ai vu un titre, les Français prennent leur distance avec la Guadeloupe, par exemple. Les Français prennent leur distance. Ou alors le sondage dont vous avez eu probablement connaissance en disant 51 des Français veulent. Donc, est-ce que ça vous fait bondir quand même ce genre de titre? Est-ce que vous en parlez à vos collègues? Vous dites non, finalement, ils n'ont rien compris, ils ne comprendront rien. Comment vous réagissez? Non, c'est-à-dire que la problématique antillaise est quand même un peu plus complexe. Vous n'êtes pas sans savoir que les Antillais sont français, mais eux-mêmes, sans qu'on le leur dise, ne sont pas français à part entière. C'est-à-dire que ils sont pas non plus entièrement à part, mais ils sont avant tout des créoles caribéens, une population issue de l'esclavage, avec des tas d'influences, des tas d'origines, aussi bien européennes qu'africaines, etc. Donc, je crois que la question pour nous, antillais des départements français, n'est pas très claire. Ouais. D'où une œuvre littéraire, artistique foisonnante sur la question de l'identité antillaise et l'identité créole. Donc je crois que les Guadeloupéens eux-mêmes, s'ils voyaient le titre du Figaro, ne bondiraient pas. C'est-à-dire que pour vous, ça a été plutôt correctement couvert Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Mais eux-mêmes savent se revendiquent comme français, veulent faire partie de la communauté nationale, mais avec des particularités. Ils sont avant tout guadeloupéens, avant tout créoles caribéens, quelle que soit leur couleur, qu'ils soient blancs, noirs, hindous, etc. Moi, je suis une créole caribéenne, je suis française, je suis très heureuse d'être française, je suis très heureuse en France hexagonale, mais je suis née là-bas. Si j'étais née à Paris ou ailleurs sur le territoire hexagonal, je pense que je me considérerais encore plus comme française à part entière. Je suis née en Martinique. Toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence s'est déroulée là-bas. Donc oui, je suis française, mais effectivement, dans un bain culturel qui n'est pas tout à fait le bain hexagonal, je me sens avant tout créole caribéenne. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu plutôt à l'occasion de cette crise un recul ou une avancée, un progrès des préjugés concernant ces régions de France? Je pense que tous les préjugés ont pu être agités, y compris par nos amis provocateurs habituels. Mais au moins, ça a été l'occasion de mettre sur la place publique un certain nombre de réalités. C'est-à-dire que je crois qu'il est important que les Français de l'Hexagone, y compris la classe dirigeante, y compris les politiques, se rendent compte que la vie sous les tropiques, ce n'est pas que le punch, la danse et la plage. C'est autre chose. C'est une vie en société qui peut être très complexe, très difficile économiquement et socialement, avec un héritage historique pas forcément facile à porter, et que voilà, il faut sortir un peu des clichés, quoi. Pascal Blanchard. Je pense que ça a même donné quelque chose qui est assez étonnant à la télévision française. La semaine dernière, pour la première fois, la télé française a passé un reportage relativement long sur les événements de mai 67, qui étaient à peu près inconnus par 99,9% des Français, et qui sont en fait non pas un événement seulement caribéen, c'est le début de mai 68 en France. Bien sûr. Ce que des dizaines d'historiens ont oublié quand ils racontent l'histoire de mai 68, c'était ces massacres de mai 67 sur le territoire d'un dom-tom, d'un outre-mer, et là avait démarré une crise sociale qui va après arriver en métropole et qui est l'origine dans notre histoire de France, cette fois-ci, du plus grand mouvement social du XXe siècle dans ce pays. Donc c'est ça aussi que ça ouvre. Moi, j'ai vu plein de mes copains découvrir pour la première fois ou entendre du créole.
dans les interviews de Mota. C'était extrêmement drôle. Il me disait, mais il parle, bah oui, il parle créole. C'est marrant qu'il parle créole. Pourquoi il parle créole à la télé? Parce que c'est peut-être aussi, pour une fois, la télé, il a eu le pouvoir de dire, je vais pas vous répondre à votre interview en français, alors qu'il parle parfaitement le français, de Mota. Je rappelle qu'il est. Non, mais sachant quand même que le créole est la langue quotidienne de. Mais surtout, c'est rare d'entendre sur un média. Oui, mais sur un média Ouais. national, d'entendre quelqu'un qui répond à une interview en créole, alors qu'il parle couramment le français. Ouais. C'était aussi pour une fois une inversion. Vous allez écouter ma langue. Je vais vous parler moi dans ma langue. Et j'ai trouvé plein de choses qui se sont passées. Je pense que, certes, on pourrait parler pendant des heures de ce qui s'est passé en Guadeloupe, mais en termes d'impact, d'ailleurs, quand on voit la réaction de certains hommes politiques qui auraient pu d'ailleurs être dans le palmarès, et dont on m'écoute pour la Guadeloupe. Oui, alors ça, la porte-parole, oui, bah, il est arrivé trop tard, à mon avis. Il est arrivé trop tard pour le palmarès. J'ai beaucoup aimé le manifestif. J'ai beaucoup aimé ah oui, mais en Guadeloupe, vous savez, les conflits sociaux ont tendance à durer longtemps parce que il y a un côté, je dirais, et là, le mec, il se dit, oula, je vais jusqu'où? Donc, il y a un côté, je dirais, manifestif. Ça, j'ai trouvé ça très il y a eu plein de déclarations pendant le mouvement qui renvoyaient à des images, mais même à des imaginaires hallucinants. Je dirais, de toute façon, c'est pas très grave qu'ils travaillent pas, de toute façon, pendant la grève, puisque de toute façon, ils travaillent jamais. J'ai entendu des trucs qui étaient hallucinants. Ou par exemple, quand les gens nous expliquaient, oui, tout ce qu'on leur envoie comme aide, entre le RMI et tout. Je dis, mais attendez, c'est la République, vous vous posez pas la question. La Corrèze est le département français qui a coûté le plus d'argent à la République depuis 30 ans. Personne demande l'indépendance de la Corrèze. C'est la solidarité nationale. D'accord, ça s'appelle la solidarité nationale. Quand il faut repeupler nos campagnes, aider les agriculteurs, protéger des classes d'école, bon, on est capable de le faire pour la Corrèze. Oui, il y a quand même un certain nombre de clichés à l'occasion de cette crise. Exactement, hein, bon. Et ben pourquoi la Corrèze ne fait jamais débat, hein, puisqu'elle a coûté quand même plusieurs milliards à la République depuis 20 ans? Personne demande son indépendance. Personne se pose des questions en faisant l'addition du bien et du mal. Oh là là, on a dépensé tant, ça nous rapporte quand? On n'exporte pas beaucoup de choses de Corrèze, hein. Mais alors là, quand c'est la Guadeloupe, les hommes politiques. J'allais dire, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a des hommes politiques en Corrèze importants, que la Corrèze a été tant aidée. Donc voilà, je pense que ça renvoie aussi ça fait ressortir plein de choses. Mais en même temps, pour la première fois, je pense aussi avec la Guadeloupe, nos médias nationaux ont eu un regard qui a déconstruit des choses qui jusqu'alors étaient de l'ordre de l'invisible. En découvrant plein de choses qu'un Domota pouvait être à la fois un leader syndical et il travaille à la NPE, il est responsable, il connaît ses dossiers face au préfet. Non mais c'était important, je veux dire, de voir ça, de voir que cet homme n'avait pas besoin de 50 conseillers derrière pour discuter en direction avec le préfet et de temps en temps être même plus compétent que le préfet sur certains dossiers. Frédéric Croyot, vous disiez que dans votre entourage, il y avait en gros un profil un peu uniforme de personnes. Est-ce que le fait de voir arriver des personnes un peu différentes, dans tous les sens du terme, va plutôt solidariser ces personnes, les rendre un peu plus compactes en disant mais attention, il y a quelqu'un d'un truc qui arrive, ou est-ce que ça peut contribuer à ouvrir les choses? Ce que je vous dis, autour de moi, milieu socio-professionnel ou amical, c'est très blanc, mais tous ces gens-là, c'est des gens qui ont envie, enfin, qui sont complètement, voilà, qui ont de très bonnes intentions. C'est juste que c'est un problème d'aller vers l'autre. Voilà, c'est un problème de mouvement. Comment vous feriez vous pour les pousser à aller vers l'autre alors? Parce que vous, visiblement, vous n'avez pas de problème. Écoutez, je sais pas, peut-être que les invités au Yabon, c'est déjà vous les avez invités? Un premier pas, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis je sais pas, c'est les inviter chez moi avec mes amis, faire des mélanges, voilà, contribuer au mélange en fait. Oui, c'est ce que je fais. Oui. D'accord. Anne Litardi, vous avez choisi un jury assez large. Je crois qu'il y a Amir Oushlaïdi, président du club Averroès, il y a également Lilian Thuram, oui, absolument. Donc vous avez aussi envie de refléter cette diversité française et ces différentes manières de penser dans le jury. Oui, exactement. C'était un choix pour dire que ces questions touchent tout le monde et que donc du coup on voulait un jury qui soit tout à fait représentatif de ce public, de notre action. Et mais en même temps qui adhèrent quand même. Il ne s'agit pas de stigmatiser vraiment les pas. les autres. Oui, mais enfin c'est quand même des personnes qui adhèrent à votre démarche et à votre message. Mais peut-être que l'année prochaine, Éric Zemmour fera partie du jury. Non, j'espère que l'année prochaine, il n'y aura pas de cérémonie. Voilà. Alors là, en tant qu'historien, c'est quand même assez rare qu'en un an, si on y arrive, alors là, je reviens sur le plateau, je fais mon mea culpa, de désespoir, je pense qu'il y a encore quelques années, et n'oublions pas qu'au moment où on est en train de se parler, là, il y a de nouveaux stéréotypes qui naissent, qui vont continuer à se diffuser. Une société sans stéréotypes, c'est de l'ordre de l'utopie totale. Ce qu'on doit, nous, par contre, faire, parce qu'on a la capacité de le faire médiatiquement, politiquement, intellectuellement, c'est d'expliquer en quoi ils sont nocifs et qu'ils produisent justement la discrimination, qu'ils produisent du traumatisme, qu'ils produisent des problèmes. Mais ne rêvons pas d'une société utopique, parfaite, où il y aurait d'un seul coup plus aucun stéréotype. Aucune société au monde n'a connu ça. Par contre, les intellectuels, leur rôle, c'est d'expliquer ce qu'ils produisent de nocif.
et de ne jamais arrêter. C'est peut-être un peu désespérant, mais c'est notre fonction, de ceux qui sont dans les médias, de ceux qui ont la capacité d'écrire, de ceux qui ont la capacité de dire, c'est de dire, attention, regardez ce que ça produit, ça. Regardez ce que ça fait sur nos enfants, ça. Regardez ce que ça produit dans la rue, ça. Regardez ce que la vieille dame qui a peur au moment où on l'aide à traverser, ce que ça peut vous faire. leur donnez quand même beaucoup de marge de manœuvre qu'ils n'ont pas. Hein, Est-ce que Audrey Pulvar, vous vous sentez dans le cadre de vos fonctions avoir la marge de manœuvre pour parler de ces thèmes? Pas forcément, mais on réagit si un propos, je veux dire, les propos qui ont été tenus par Georges Frêche ont donné lieu à des tas d'articles et de reportages, bien sûr. Bien. Oui, allez-y, Audrey. Oui, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je voulais dire deux choses très rapidement. Deux exemples. La première, c'est à propos des joueurs de foot dans l'équipe, des joueurs noirs dans l'équipe de foot de France. Juste pour dire, prendre l'exemple que me prend souvent un ami qui s'appelle Rabat Itamadouche qui bosse à TF1, il me dit, mais tu sais Audrey, c'est quand même bizarre. Parce que quand dans les entreprises, les grandes entreprises françaises, tout le personnel qui fait le nettoyage des bureaux, qui passe l'aspirateur, qui ramasse les poubelles, est noir ou d'origine étrangère, ou français d'origine étrangère, etc., ça ne dérange personne. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi toutes les femmes de ménage sont noires et pourquoi tous les hommes de ménage qui ramassent les poubelles sont d'origine maghrébine. En revanche, quand il s'agit de représenter la France au niveau international, là on se pose la question. Donc moi je vous retourne la question, je me dis, posons-nous cette question en toute amitié, en toute sérénité, sans agressivité. Posons-nous cette question plus souvent, parce que j'entends dire encore aujourd'hui, ah mais oui, mais bon, pas trop de noirs à la télé quand même, hein, parce que bon, c'est quand même la France. Donc on est quand même en France. S'il y a que des noirs à la télé, on en est loin, on sera plus en France. Donc posons-nous cette question-là. Puis je voulais dire une deuxième chose, parce que je vois quand même énormément de réactions, et j'en entends, sur les problèmes qu'il peut y avoir en banlieue en France, et le fait que assez systématiquement, quand il y a des incidents, des échauffourées, des guet-apens, etc., ben, les gamins qui sont sous les cagoules sont noirs ou d'origine maghrébine. Moi, je crois beaucoup aux déterminants sociaux. Évidemment, la situation dans les banlieues françaises, c'est super compliqué, ça part de très loin. Pas les uniformiser. C'est quasiment, à mon sens, irrésolvable. Mais je voudrais dire simplement qu'en Italie, dans la banlieue de Naples, il y a des cités qui sont occupées par des Italiens, italiens depuis des générations, italiens de souche, bien italiens, bien blancs, bien italiens. Et dans ces cités, il y a exactement les mêmes problèmes que dans certaines cités de banlieue françaises, pas toutes. Il y a exactement les mêmes problèmes de violence, de drogue, la police qui ne peut pas rentrer parce qu'elle se fait caillasser ou qu'elle reçoit des frigos, etc., etc. Donc je crois qu'il faut faire attention, et vraiment faire attention de la part des choses, faire la part des choses entre le déterminisme social et un supposé déterminisme ethnique. On ne peut que vous suivre, Audrey Pulvar. Alors, le Yaban Awards ont lieu donc demain, 17 mars. Voilà. Tous les résultats sur notre site internet www.lesindivisibles.fr. Voilà. Eh bien, écoutez, je dis le mot de Cambronne pour cette première. Merci à Anne Litardi, à Pascal Blanchard, à Audrey Pulvar et à Frédéric Royer. Demain, un autre Toutes les France, et le débat se poursuit sur le site internet de l'émission touteslesfrances.rfo.fr. Au revoir.